Bonjour et bienvenue en direct sur le deuxième quiz de droit des obligations, ayant pour objectif de vous tester en droit des obligations en vue de la préparation du CRFPA. On va reprendre où on en était resté la dernière fois, à peu près, donc on avait arrêté à la moitié du quiz parce qu'on avait pas mal débordé dans le temps. L'idée étant, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne l'ont pas encore fait, d'avoir une approche un peu globale de la matière sur le droit des obligations, sur ce qui vous est demandé au CRFPA, de faire des petits points de rappel, mais très rapides, de connaissances sur les différents thèmes. On va comme ça balayer un peu le RGO, le droit des contrats, la responsabilité civile, évidemment. Alors, étant précisé avant qu'on commence que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une importante réforme en droit des contrats et en droit du régime des obligations, que donc cette réforme doit être connue. L'intérêt de ces quiz, c'est de mettre étape par étape l'accent sur les petits points de la réforme qu'il est nécessaire de connaître. Et en plus de ça, bien évidemment, on va voir d'autres points. Alors je vois qu'on commence à nous rejoindre. Bonsoir Slim. On va attendre un peu qu'il y en ait d'autres qui nous rejoignent. On va attendre encore une minute, histoire de pouvoir faire le quiz à plusieurs. Alors, comment ça va se présenter? Il y aura différentes questions sous forme de quiz. Vous répondez dans les commentaires qui s'affichent donc à gauche sur l'écran Facebook, que moi je vois en fait en direct. En fonction de vos réponses, moi j'apporterai l'explication avec le petit point de cours qui va avec. Voilà, alors on attend encore une minute que tout le monde nous rejoigne et puis on lancera le quiz. Autre point pour vos révisions, je vous conseille dès maintenant de réviser. C'est une petite technique qui marche très bien, que moi j'impose à mes étudiants pour ceux qui passent le barreau, que j'ai eu dans les EJ, ou même quand j'ai mes étudiants dans les années qui précèdent le moment où on passe l'IEJ, c'est de réviser avec son code civil. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie quand on est étudiant, c'est de réviser avec son code civil. Et alors, les ouvrages de droit civil, c'est très bien pour apprendre la matière et autres, mais la véritable bouée de sauvetage lors de l'examen, c'est le code civil. Et ça, alors on va faire petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser le code civil, mais il est indéniable que normalement à votre stade, vous êtes censé savoir l'utiliser et trouver en une minute les questions qui vous sont posées. C'est d'autant plus précieux que depuis la réforme de l'examen, une autre réforme, la réforme de l'examen du CRFPA, vous n'êtes pas censé ignorer que en droit des obligations, c'est un cas pratique. Et donc si c'est un cas pratique, ça suppose qu'on a une révision qui est différente que lorsqu'on avait un commentaire d'arrêt ou autre. Et réviser avec le code civil lorsqu'on a un cas pratique, c'est extrêmement précieux. Alors je vois qu'il y a du monde. Bonsoir tout le monde. Et on va y aller. On va commencer. Alors attendez, voilà. Hop, première question. Première question, nous sommes sur du régime général des obligations. D'accord? Alors la question est la suivante, c'est de savoir si dans la cession de dette, face au silence du créancier, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir ou est solidairement tenu au paiement de la dette. D'accord? Vous mettez réponse A ou réponse B dans les commentaires et en fonction de ça, je vais vous expliquer. Alors déjà, moi, pendant que vous répondez, qu'est-ce que c'est que la cession de dette? La cession de dette, c'est une grande nouveauté de la réforme du droit des obligations. Grande nouveauté, pourquoi? Parce que jusqu'à la réforme, on n'avait pas de cession de dette en droit français. C'était pas admis. On l'admettait dans d'autres droits, par exemple en droit allemand, mais en droit français, on refusait ce mécanisme pour différentes raisons, autant théoriques qu'historiques. On va pas trop les détailler, c'est pas forcément utile, mais il faut savoir que donc depuis la réforme, on admet ce nouveau mécanisme en fait en droit des obligations qui consiste à céder une dette. D'accord? Alors, il y avait d'autres hypothèses en régime général des obligations que vous avez dû voir où on pouvait faire circuler une dette. C'était notamment la délégation parfaite ou imparfaite. On avait aussi la novation et ainsi de suite. Ça, c'était des hypothèses où on pouvait arriver à faire circuler une dette. D'accord? Alors, maintenant, la grande nouveauté, c'est que depuis la réforme, on peut céder directement une dette. D'accord? Donc, lorsqu'on cède une dette, on va se poser plusieurs questions. On va se demander si, déjà, qu'est-ce qui se passe en fait au niveau du rapport de droit originaire? On avait un créancier, un débiteur, d'accord? Donc l'idée, c'est qu'on va changer de débiteur. On va avoir un nouveau débiteur dans ce rapport de droit. C'est le même rapport de droit, parce qu'on cède la dette, on cède le lien obligationnel, d'accord? On perçoit la dette ici comme le lien, mais on change de débiteur. Et donc la question qu'on se pose, c'est de savoir si l'ancien débiteur, est libéré ou non. Mais dans le silence du créancier. D'accord?
Alors, je vois des réponses A et des réponses B. C'est une majorité de réponses B. Alors, pour ceux qui ont mis réponse B, c'est effectivement réponse B. Pourquoi est-ce que c'est réponse B? Tout simplement parce que il faut bien comprendre les enjeux du mécanisme de la cession de dette. D'accord? Si on admet que le nouveau débiteur soit libre, ça veut dire que le créancier qui avait contracté en vue d'une personne, donc en considération de ses qualités, va se retrouver avec un nouveau débiteur. Et si on le libère, il n'aura pas de véritable garantie quant à la solvabilité du nouveau débiteur. Il va forcément pouvoir observer avec qui il contracte. Mais l'idée, c'est que, au vu des enjeux, au vu du risque, on considère que le créancier doit donner son accord pour libérer l'ancien débiteur, le débiteur originaire, d'accord? Donc là, on a deux hypothèses dans la cession de dette qui vont se dessiner, que vous pourrez avoir en cas pratique, bien évidemment. Soit on a un débiteur originaire qui n'est pas libéré, et dans ce cas-là, le créancier aura deux débiteurs potentiels, d'accord? Qui seront, dans ce cas-là, solidairement tenus au paiement de la dette. Donc, forme de solidarité, on verra ces points plus tard. Soit on a une libération du débiteur originaire, et dans ce cas-là, le créancier se retrouve avec un seul débiteur, mais c'est un nouveau débiteur, d'accord? Bon, dans ce cas-là, on présume qu'il aurait évidemment vérifié auprès de qui il contracte. Alors, pour information, ça c'est l'article 1327-2 du Code civil, d'accord? Bon, passons à la question suivante. Alors, toujours en régime général des obligations et toujours sur la cession de dette. On reste un peu dessus parce que voilà, c'est un mécanisme un peu nouveau, donc on n'a pas forcément l'habitude de le voir. Et puis pour ceux d'entre vous qui ont eu le plaisir de faire le droit des contrats sous l'ancien droit, la cession de dette n'existait pas. D'accord? Alors ici, il s'agit de savoir si, dans la cession de dette, le débiteur substitué, là, c'est le nouveau débiteur. Tout à l'heure, nous avons vu l'ancien débiteur, le premier débiteur, d'accord? Là, on est dans l'hypothèse, donc il y a un nouveau débiteur qui arrive, on l'appellera le débiteur substitué. Est-ce que ce débiteur substitué peut opposer les exceptions inhérentes à la dette ou ne pas opposer les exceptions inhérentes à la dette? Alors, petit point de cours avant qu'on puisse répondre, commencez à donner vos réponses, bien évidemment. Ici, il s'agit de faire quoi en fait? Il s'agit pour le débiteur nouveau, le débiteur substitué, de s'intéresser aux exceptions qui sont attachées au rapport de droit, d'accord? Et de les opposer aux créanciers, d'accord? Alors, quel est l'intérêt de ça en fait? Ça permet au nouveau débiteur de se défendre face à l'action du créancier dans l'hypothèse, par exemple, où le rapport de droit serait vicié. Et en fait d'invoquer, une cause par exemple de nullité. D'accord? C'est un phénomène que vous avez dû voir, je pense, par exemple en matière de délégation, où on se pose la question de savoir si le délégataire, en fait, ou les différentes personnes dans le rapport de droit qui arrivent peuvent opposer les exceptions inhérentes à la dette. Alors ici, c'est le débiteur substitué. Alors, est-ce qu'il peut les opposer ou est-ce qu'il peut pas les opposer? Pour répondre, je vois qu'il y a une majorité de réponses A, c'est très bien, c'est la bonne réponse. Effectivement, il peut opposer les exceptions inhérentes à la dette. Et alors, pourquoi est-ce qu'il peut les opposer? Tout simplement parce que le rapport de droit est préservé. D'accord? Le rapport de droit existe encore. Dans la cession de dette, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la différence de la novation, où dans la novation, on éteint une obligation pour en créer une autre, qui serait en quelque sorte le décalque de l'obligation nouvelle, là, on garde la même obligation. On a une obligation qui est préservée. Seulement, on a changé de débiteur. D'accord? Donc, si le lien de droit est préservé, là, il faut pousser la logique jusqu'au bout. Si le lien de droit est préservé, forcément, on peut opposer les exceptions qui sont inhérentes à ce lien de droit. D'accord? Donc, voilà pour les exceptions inhérentes à la dette. Question 2. Alors, j'ai donné la réponse en faisant le point de cours. On va aller vite. La question est de savoir si la novation éteint une obligation pour en créer une autre ou modifie une obligation. Alors là, vous n'avez pas l'air de vous planter. On va aller très vite dessus parce que j'ai donné la réponse. D'accord? J'ai donné la réponse pour ceux qui m'ont bien écouté. J'ai donné la réponse en exposant la question des exceptions inhérentes à la dette. Et j'ai expliqué que dans la novation, il y avait une différence justement au regard des exceptions inhérentes à la dette. D'accord? Alors, voilà. La réponse, évidemment, c'est le A. Pour ceux qui m'ont écouté, je passe très vite. Pourquoi la réponse A? La novation, en fait, c'est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. C'est à l'article 1329 du Code civil, d'accord? Donc, c'est la création d'un nouveau lien de droit en éteignant un autre. Ok? Et donc, maintenant, si vous raisonnez un peu de manière logique, quand on a vu les exceptions inhérentes à la dette, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple-là, en fait, avant,
vu qu'on éteint un rapport de droit, bah, les exceptions inhérentes à la dette, normalement, vont pas pouvoir être opposées, parce qu'on a un nouveau rapport de droit. On se poserait même pas cette question. D'accord? Alors, question 4. Par principe, dans la novation par changement de débiteur. Alors, ici, attention, petit point de cours encore une fois. La novation, je vous ai dit que c'était un contrat qui avait pour objet de substituer à une obligation, que ce contrat va éteindre, une obligation nouvelle. La novation, en fait, c'est plus compliqué que ce que cette définition propose. Elle peut se faire de différentes manières. On peut avoir une novation avec un changement de créancier. On peut avoir une novation avec un changement de débiteur. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait des mécanismes qui permettaient de faire circuler la dette, hein, pas de manière directe comme dans la cession de dette, mais quand même de faire circuler la dette. Et on peut avoir aussi des novations sans changement de créancier de débiteur. D'accord? Là, on est dans l'hypothèse d'une novation par changement de débiteur. Ok? Donc très proche, finalement, de la cession de dette. Et là, si vous avez bien suivi, vous devriez pouvoir répondre à la question. Pourquoi? Parce que dans la cession de dette, je vous ai dit, les exceptions inhérentes à la dette peuvent être opposées. Et là, on a donc une novation par changement de débiteur. On éteint un rapport de droit par l'effet d'un contrat, on crée un nouveau rapport de droit, et ce nouveau rapport de droit, on va mettre un nouveau débiteur. Ok? Donc, si on enlève la création d'un nouveau lien de droit, ça ressemble à la cession de dette. Mais la différence, c'est que dans la novation, on éteint le rapport de droit. Et vu qu'on l'éteint, on en crée un nouveau. Et donc maintenant, je vois que les réponses sont bonnes. Pour la plupart, vous avez bien suivi. Et ben, effectivement, si on éteint le rapport de droit, les exceptions inhérentes à la première dette ne peuvent pas être opposées. D'accord? Alors, on passe à un autre point. On est sur le paiement. Le paiement, on sort du RGO. On a vu le RGO. Maintenant, il nous reste un quart d'heure. Alors, on va un peu balayer autre chose. Le paiement, vous savez ce que c'est en droit. Le paiement, c'est quand on va... Alors, il y a le langage courant, le paiement, ce serait le paiement d'une somme d'argent, d'accord? Mais en fait, c'est l'extinction de la créance, d'accord? Par la réalisation de l'objet de l'obligation. Alors, le paiement, la question qu'on se pose, c'est de savoir par qui le paiement doit être fait, d'accord? Alors, est-ce que le paiement peut être fait ici par un tiers non tenu à la dette ou par le créancier? Et puis j'ai envie de rajouter une question, est-ce qu'il pourrait être fait par le débiteur? Est-ce qu'il doit être fait par le débiteur? Alors, effectivement, vous allez me dire, le paiement, c'est normalement celui qui est débiteur qui fait le paiement, d'accord? Maintenant, est-ce que le paiement peut être fait par le créancier? Bah, c'est un peu se tirer par les cheveux. Le créancier, c'est celui qui reçoit le paiement, normalement, d'accord? Est-ce que le paiement peut être fait par un tiers non tenu à la dette? Eh ben oui, réponse oui, c'est la réponse A. Le paiement peut être fait par un tiers non tenu à la dette. Et dans quelle hypothèse? Eh ben, on peut imaginer tout simplement un mandat de paiement. On donne mandat à une personne de payer pour nous. Dans ce cas-là, le paiement est valable, d'accord? Celui qui reçoit le paiement va valablement recevoir le paiement et l'obligation va s'éteindre. La créance va recevoir en fait la créance entre ses mains. Et le débiteur sera libéré à l'égard du créancier. Par contre, on imagine que dans ces rapports mandant-mandataire, donc celui avec qui il a donné l'ordre de paiement, là, pour le coup, peut-être qu'il y aura un autre paiement qui sera fait. Alors, pour ceux qui ont fait du droit bancaire, petit parallèle, dans les effets de commerce, il arrive, en fait, que le paiement ne soit pas fait par le tiers qui soit, par le débiteur, autant pour moi. Par exemple, dans l'hypothèse de ce qu'on appelle la lettre de change. Alors, je vais passer très vite parce que c'est pas l'objectif, mais dans la lettre de change, c'est une personne qui est débitrice, à qui on donne l'ordre de payer à une autre personne, et après on va faire circuler, d'accord? Et donc, au bout d'un moment, le paiement n'est plus fait par celui qui est tenu à la dette, mais est fait par un tiers qui reçoit, pour le coup, la créance, et qui va agir pour se faire rembourser cette créance, d'accord? C'est tout l'intérêt de la circulation des créances. Ok, très bien, passons à la question 6. Alors, question 6, il s'agit de savoir si le débiteur qui ne se libère pas auprès du créancier doit faire un paiement au créancier ou ne doit plus rien. Alors, là, toujours au regard du paiement, on a vu que un tiers pouvait effectuer valablement le paiement entre les mains du créancier. Ça suppose certaines conditions, notamment que le débiteur aille voir un tiers, lui donne un mandat, ainsi de suite. Maintenant, hypothèse finalement assez classique où finalement le débiteur
ne pèle pas le bon créancier. Alors, pour quelle raison? Eh ben, on peut imaginer que, hypothèse que je vous ai exposée juste avant, il y a un changement de créancier, circulation de la créance, d'accord? Par exemple, une cession de créance, on est un peu dans le RGO là, encore une fois, mais que le débiteur n'ait pas été mis au courant de cette cession de créance, d'accord? Bon, eh ben, ou par exemple qu'il y ait une délégation, mais que le débiteur ne soit pas au courant. Donc, toutes les hypothèses, en fait, où il y aurait une circulation de la créance, mais que le débiteur ne soit pas au courant. Dans ce cas-là, de bonne foi, on va lui dire, oui, très bien, en fait, peut-être qu'il va effectuer son paiement entre les mains du créancier. Maintenant, autre hypothèse, on prévient le débiteur, d'accord? Et le débiteur ne paie pas le bon créancier. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là? Réponse A ou B? Réponse A. C'est l'adage qui paie mal paye deux fois, d'accord? L'adage qui paie mal paye deux fois. Je me suis trompé dans mon paiement, j'ai pas payé le bon créancier. Dans ce cas-là, je dois refaire le paiement. Mais alors attention, ça suppose que le débiteur se trompe sciemment, si vous voulez. Si, par exemple, on est dans une hypothèse où, alors attention, c'est des régimes spécifiques, hein, on est dans une hypothèse où le débiteur, en fait, se libère entre les mains qui, valablement à ses yeux, a les qualités du créancier, d'accord? Donc, ce serait, par exemple, une personne qui vient le voir en disant, voilà, j'ai une créance à votre égard, et qui se fait passer pour le créancier. Dans ce cas-là, c'est un paiement de bonne foi, d'accord? C'est un paiement de bonne foi, et vis-à-vis du débiteur, il pourrait être libératoire. Alors, il y aura des conditions spécifiques, ça ferait l'objet d'un beau cours sur, en fait, comment poursuivre chaque personne. On pourra faire un cas pratique, par exemple, là-dessus, mais il faut tempérer la réponse qu'on a donnée dans l'hypothèse où le paiement est fait de bonne foi, d'accord? Voilà. Alors, question 6. Je vois que tout le monde suit, c'est très bien. Je vais un peu remonter. J'avais perdu vos commentaires. Je vais un peu remonter. Voilà. Toujours en régime général de l'obligation. Donc là, petite mise en pratique. On va pas faire que des questions juste quiz. Petite mise en pratique. L'idée, c'est de savoir si... donc, l'hypothèse est la suivante. On a une personne qui est votre ami, qui vous offre une montre de marque pour votre anniversaire. Et malheureusement, la vie fait que vous vous fâchez. Vous vous fâchez et cet ami veut vous poursuivre sur le fondement de l'enrichissement injustifié. Alors la question qu'on vous pose, c'est de savoir si c'est possible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enrichissement injustifié, c'est la nouvelle dénomination qu'on a mis maintenant dans le Code civil pour ce qu'on appelait avant l'enrichissement sans cause. Enrichissement sans cause, qui consiste à quoi en fait? L'enrichissement sans cause, c'est une hypothèse, en fait, qui a été tirée de l'équité en droit. On a considéré comme inéquitable le fait qu'une personne puisse s'enrichir injustement aux dépens d'autrui. D'accord? Ce serait, ça a été rangé, dans l'ancien droit sous les règles, en fait, des quasi-contrats. Ok? Mais ça, c'est très ancien. Il y avait des adages là-dessus, beaucoup d'arrêts. Je pense que vous l'avez vu en régime général d'obligation. Et puis, vous avez dû le revoir après. D'accord? Donc, l'enrichissement injustifié, maintenant, ça suppose deux choses, en fait. Un appauvrissement dans un patrimoine et un enrichissement corrélatif. D'accord? Mais l'enrichissement injustifié tel que le Code civil en dispose maintenant suppose une nouvelle condition. Et je vois que la plupart vous répondez réponse B, et vous avez raison. Pourquoi? Parce que article 1303-1 sur l'enrichissement injustifié, il n'est pas possible de poursuivre sur le fondement d'un enrichissement injustifié lorsque l'enrichissement procède d'une intention libérale. Alors, vous allez me dire, oui, effectivement, l'intention libérale, c'est difficile à prouver. Effectivement, c'est très difficile de prouver une intention en droit. Sauf que, là, on a un faisceau d'indices qui est largement suffisant au regard du cas pratique tel que je vous l'ai exposé. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'on vous offre une montre pour votre anniversaire. Donc là, vous allez devant le juge, vous allez dire, c'est un anniversaire, il y a un cadeau, l'intention libérale, elle va être déduite de ça. D'accord? Donc votre ami qui est fâché maintenant et qui souhaite vous poursuivre sur le fondement de l'enrichissement sans cause, injustifié, autant pour moi, ne pourra pas le faire parce que, tout simplement, l'article 1303-1 du Code civil lui interdit. Parce qu'il a eu une intention libérale lorsque il vous a donné votre cadeau. Alors, pour information, pour ceux qui n'ont pas leur Code civil, la définition de l'enrichissement injustifié, elle est à l'article 1303 du Code civil. Et c'est la suivante, je vais vous la donner. En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu,
celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'en trouve appauvri, donc ce que je vous disais tout à l'heure, un enrichissement corrélé à un appauvrissement, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. D'accord? Très bien. Alors, passons maintenant à la question suivante. Alors, juste, pardon, petit point pratique avant que je passe à la question suivante, autant pour moi. C'est, lorsque vous répondez sur un cas pratique, typiquement, là, il y a une mise en pratique. Vous n'oubliez pas quelque chose que les étudiants ont tendance à oublier et ont tendance à faire de manière trop rapide. C'est le point méthodologique sur le cas pratique. Je le répète encore à mes étudiants en master. Vous avez tendance parfois à aller trop vite, à sauter sur la réponse. Là, effectivement, la réponse, vous allez me dire oui, non. Oui, non, parce que c'est un quiz. Mais en cas pratique, c'est pas un quiz. On n'est pas sur du question pour un champion. Il faut avoir un véritable raisonnement juridique. Donc, ce que vous n'oublierez pas et ce que vous ne ferez pas en cas pratique, c'est de répondre comme vous l'avez fait là. D'accord? Vous allez répondre de la manière suivante, en respectant ce qu'on appelle le syllogisme juridique. D'accord? C'est tout simplement majeur, mineur et conclusion. Là, la majeure, ça consistera à donner les règles sur l'enrichissement injustifié. Donc 1303 pour la définition du Code civil, 1303-1 pour le fait que quand ça procède d'une intention libérale, ce n'est pas possible d'agir sur le fondement de l'enrichissement injustifié. Et à partir de ces règles, vous les appliquerez aux faits. Donc là, sur les faits, vous allez dire, au regard des textes qui viennent d'être évoqués et de la règle sur laquelle l'enrichissement injustifié ne peut pas être invoqué cela procède d'une intention libérale. En l'espèce, il y a une intention libérale et vous caractérisez l'intention libérale parce que il y a un anniversaire et parce que c'est un cadeau. Ça suffit à caractériser l'intention libérale. Et seulement à ce moment-là, vous pourrez conclure. D'accord? Donc faites surtout pas en cas pratique comme vous l'avez fait en quiz. Sinon, vous n'aurez pas les points, tout simplement. Et ça, c'est assez frustrant parce qu'en fait, vous avez eu le raisonnement de manière assez rapide dans votre tête. La réponse a été donnée, mais dans votre tête. Et nous, en tant que correcteur, en fait, on n'a pas le processus intellectuel qui fait que votre réponse est démontrée. Ok. Alors, on est sur la question suivante, qui consiste en fait à s'interroger sur les modalités de l'obligation. Vous savez, il y a différentes modalités d'obligation. On peut avoir une obligation conditionnelle, et ainsi de suite, une obligation à terme, et autres. Alors là, c'est la question qui concerne les obligations conditionnelles. Il s'agit de savoir si l'obligation qui est contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté de débiteur est valable ou nulle. Alors normalement, ça doit faire tilt dans votre tête. Pourquoi ça doit faire tilt dans votre tête? Parce que là, il s'agit d'une condition dont vous avez forcément entendu parler. Et, à mon avis, que vos chers TD et vos enseignants vous ont asséné dessus en disant que cette condition-là comporte un risque. Pourquoi? Parce que la réalisation va dépendre de la volonté d'une seule personne. Alors, je vois que les réponses arrivent. Et, effectivement, la réponse est la réponse B. Pourquoi? Pourquoi la réponse est la réponse B? Pourquoi est-ce que c'est nul? Parce qu'en fait, c'est une condition qui est dite potestative. Et là, tout de suite, ça fait tilt dans votre tête. Potestative, c'est l'obligation qui est contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Et pourquoi est-ce que ça nous gêne? Parce qu'en fait, on est laissé, en tant que créancier, au bon vouloir du débiteur. En fait, il va décider oui ou non si l'obligation va devoir être exécutée. Donc ça, effectivement, c'est regarder avec attention en droit et il y a le signe danger qui s'allume chaque fois qu'il y a ce type de condition et ce type de condition est toujours nul. Et effectivement, c'est une condition potestative. Donc c'est très bien, je vois que vous avez encore les bons réflexes. Donc ça, en cas pratique, c'est un peu une question facile parce que honnêtement, on vous l'a tellement dit, on vous l'a tellement asséné que vous mettre une condition potestative, ce sera un peu facile. Là, c'est bien pour le quiz parce que ça permet de remettre les mécanismes en tête. Honnêtement, en tout cas moi sur mes cas pratiques, je ferai pas aussi simple. Mais ça, c'est parce que j'aime bien les cas pratiques un peu compliqués. Alors, question 9. La question 9, toujours sur le prix. Il s'agit de savoir, alors c'est une petite mise en pratique aussi, si le contrat entre un fournisseur de bois et une société d'ameublement qui stipule que le prix de chaque commande sera réglé en fonction du cours du chêne au jour de la commande, et que chaque commande fera l'objet d'un contrat de vente spécifique est possible. En gros, est-ce que ce type de contrat, que ce type de clause est possible? Alors là, il faut que vous réfléchissiez. Il faut que vous réfléchissiez un peu, et je vais vous donner quelques pistes. Alors la première piste, c'est dans le Code civil, depuis la réforme,
on vous dit que les prestations des parties doivent être déterminées ou déterminables. D'accord? Et alors, l'article qui est juste après, je vous laisse trouver, nous dit que la prestation est déterminable lorsqu'en fait elle peut être déduite soit des usages, soit de certaines clauses du contrat. Premier point. Ça, c'est la base de votre raisonnement et c'est comme ça que vous raisonnerez en cas pratique si vous devez répondre à cette question. Donc à partir de là, à partir de cette exigence de prestation déterminée déterminable, on s'interroge sur le fait de savoir si le prix doit être fixé dans le contrat. J'ai les réponses et c'est très bien ce que je vois arriver, je continue à expliquer quand même. Si le prix doit être fixé dans le contrat ou si on peut, à l'orée en fait d'une certaine date, fixer le prix. Là, dans mon hypothèse, en fait, le prix n'est pas fixé dans le contrat. Le prix de chaque commande sera réglé en fonction du cours de chaîne. Donc, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que on va avoir un prix qui va évoluer en fonction, donc il va être indexé sur le cours du chaîne. D'accord? Et alors, la réponse, elle est effectivement dans le code civil et je l'ai eue. Eh ben non, c'est la réponse A. C'est réponse oui, donc. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, on est ici dans l'hypothèse d'un contrat très particulier qui est le contrat cadre. La définition, elle est donnée à l'article 1111 du Code civil et ça correspond exactement à ce que vous avez ici. C'est un contrat qui donne en fait le cadre général de l'engagement des parties, mais qui précise... Non. Réponse A, contrat cadre pour tout le monde. 1111 du Code civil. Mais donc, c'est un contrat qui donne les modalités générales en fait des obligations des parties, mais qui fera l'objet de contrats d'application successives au cours de sa réalisation. Donc là, en fait, ce qu'on vous a donné, ça correspond à un contrat cadre. C'est 1100 du Code civil. Et l'article de tête, c'est 1164 du Code civil, mais j'ai pas de code devant moi, donc peut-être que je dis une bêtise, mais 1164 du Code civil précise que dans les contrats cadres, à travers l'exigence de la prestation, on admet que le prix ne soit pas fixé dans le contrat, mais puisse être fixé unilatéralement par l'une des parties. D'accord? Et là, il est fixé unilatéralement en fonction du cours de chaîne. Donc, dans ce type de contrat, effectivement, c'est possible. Alors, on va pouvoir peut-être vous tourner la question autrement. On pourrait aussi vous demander s'il est possible pour une partie de fixer unilatéralement le prix. Et bien là, la réponse serait oui, sous réserve d'être dans un contrat cadre. D'accord? Ou dans un contrat de prestation de service. Ça marche aussi pour les contrats de prestation de service. Donc, dans un contrat cadre, il faudra le qualifier. Dans un cas pratique, vous n'oublierez pas de le qualifier. Donc, il faudra aller sur 1111 du Code civil. Ça, ce sera la majeure. Donner la définition du contrat cadre dans 1111 du Code civil. Ce sera toujours votre majeure. Et à partir de cette définition, en fait, vérifier qu'on est bien dans un contrat cadre. Et dans ce cas-là, dire, très bien, le Code civil admet que dans un contrat cadre, merci pour l'article, au regard de l'article 1164 du Code civil, le prix peut être fixé unilatéralement par une des parties. Et dans ce cas-là, vous répondrez que ça c'est possible. Très bien. Alors, une autre question. On est sur les sanctions du contrat. Sanctions du contrat, nouvelle sanction, sanction codifiée par la réforme. C'est la question de la caducité. D'accord? Alors, ici, la caducité, c'est donc, quand je dis nouvelle sanction, c'est une sanction qui a été codifiée parce qu'en fait, on avait admis en jurisprudence des hypothèses de caducité du contrat. D'accord? Bon, alors, du coup, la réforme, vous savez, a aussi opéré une codification de certaines jurisprudences. Et ici, du coup, on a admis la caducité. Donc maintenant, dans la définition de la caducité, il s'agit de savoir si la caducité correspond à une disparition de la cause, une disparition de l'objet ou la disparition d'un des éléments essentiels du contrat. Alors, je vais exclure les solutions pendant que vous répondez. Première solution à exclure, et de manière assez directe, c'est la solution A. Pourquoi la solution A? Tout simplement parce que vous savez très bien que la cause a disparu du droit des contrats. Alors c'est un drame pour certains, c'est un bonheur pour d'autres, on va pas se prononcer là-dessus, mais la cause n'existe plus. En tout cas, telle qu'elle. On retrouve des effets de la cause, notamment la caducité. Et par exemple, en 1170 du Code civil, on retrouve des effets de la cause, mais on n'a pas le mot cause. La cause a disparu du droit des contrats. D'accord? Bien sûr que la cause a disparu. C'est très bien, Morgane. Alors voilà pourquoi la réponse A n'est pas admise. Maintenant, pourquoi est-ce que la réponse B ne marche pas non plus? Tout simplement parce qu'on ne raisonne plus en termes d'objet aussi maintenant, en droit des contrats. Et alors en fait,
on va réaliser de manière beaucoup plus large avec la caducité. La caducité, effectivement, c'est la disparition d'un des éléments essentiels du contrat. Alors je vois un tant mieux pour la cause a disparu. Et effectivement, il y a cette grande phrase qu'on a tous entendue et que moi j'ai pu faire aussi, qui consiste à dire que si vous avez compris quelque chose à la cause, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Parce qu'en fait, la cause, c'était un peu la bonne à tout faire du droit des contrats, et effectivement, il y avait quelques applications qui pouvaient paraître étranges. Mais ceci étant, il y avait aussi un intérêt à avoir la cause. Alors, une dernière question et je vous quitte. On va faire la question 11. Un peu de responsabilité civile. Responsabilité civile, ici on est en responsabilité extra-contractuelle, d'accord. Responsabilité extra-contractuelle, alors, je vous donne le schéma global de pensée encore une fois. Pour pouvoir engager la responsabilité d'une personne, en fait, en matière extra-contractuelle, donc c'est ce qui correspond à la responsabilité délictuelle telle qu'on vous l'a enseigné, il faut une faute, un lien de causalité et un dommage. Ça, c'est le régime général. Après, on a des régimes spécifiques, régimes sans faute, notamment les parents du fait de leurs enfants, mais on n'est pas dedans. Là, on est dans l'hypothèse du régime général. Bon, alors, la faute, il faut pouvoir la caractériser. Et du coup, on se pose toujours la question de savoir, mais quel type de faute? Parce qu'une faute très simple, je vous renverse dans la rue, bon, oui, effectivement, là, il y a une faute de ma part. Mais il y a une autre type de faute qui, pour le coup, a posé un peu plus de problèmes, ou en tout cas a brûlé plus de matière grise, c'est la faute par abstention. L'idée, c'est, par exemple, je vous vois glisser dans la rue, vous tombez sur un passage de vélo, je vois des vélos qui arrivent de loin, puis je vous regarde. Je vous regarde faire et je ne fais rien. Est-ce que ça, c'est un comportement fautif de ma part de ne pas venir vous aider? D'accord? Et donc, c'est la faute par abstention. Et je vois que les réponses sont toutes justes, c'est très bien. Comme quoi, la responsabilité civile, c'est toujours un peu plus simple que le RGO et le droit des contrats purs. Effectivement, la faute par abstention, est sanctionnée. Alors, la faute par abstention, en fait, je vais vous donner la définition. C'est la faute par abstention de l'action. Ça réside dans le fait qu'une personne s'abstienne de prendre les mesures pour éviter que le dommage se réalise. Et donc, c'est une faute qui peut être commise par un manque de prudence, de surveillance ou encore de vigilance. On peut aussi avoir une faute par abstention si vous ne surveillez pas, par exemple, vos pots sont mal mis sur la fenêtre et vous vous abstenez de les réparer, enfin les mettre bien, et ils tombent. Et ben là, on va pouvoir vous poursuivre sur une faute par abstention. Très bien, une petite dernière pour la route. Oui, il reste à apporter la preuve de l'abstention, évidemment, Morgane, mais on n'est pas sur la question de la preuve. Pour le moment, on est sur la théorie. Est-ce qu'on a amené la faute par abstention? Après, en toute hypothèse, en responsabilité civile, il faudra apporter la preuve de ce que vous avancez, mais de manière générale en droit. Quand on est avocat, c'est toujours un grand débat, apporter la preuve. D'ailleurs, pour ceux qui vont faire des stages, faites des conclusions, vous n'oubliez pas de mettre les pièces jointes pour apporter la preuve de vos arguments. Allez, une dernière et puis je vous quitte. Et bah, ici, c'est une petite mise en pratique. Donc, il s'agit de savoir si le père d'un garçon de 19 ans peut être personnellement poursuivi pour les dommages causés par son enfant. D'accord? Alors, hypothèse de responsabilité peut-être des parents du fait de leurs enfants ou non. Je vous laisse réfléchir 2 minutes le temps que je me mouche hors caméra. Et donc, responsabilité, à vous de voir quel régime. Ici, ce qu'on aura envie de faire, c'est poursuivre le père du fait de son enfant. D'accord? Alors, poursuivre le père du fait de son enfant, très bien. Mais alors, il faut savoir qu'il y a certaines conditions. D'accord? Certaines conditions qui sont posées, notamment à l'article 1242 alinéa 4. Alors, ça, c'est la nouvelle numérotation des dispositions sur la responsabilité civile. Donc, ça n'a pas changé. Sinon, la réforme de la responsabilité civile n'a pas encore eu lieu. Et là, la réponse, c'est B. C'est la réponse B, non. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'aller lire 1242 alinéa 4 du Code civil. Et dans 1242 alinéa 4 du Code civil, on a les conditions de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Et, alors je vous les donne, c'est des conditions cumulatives. Il faut un lien de filiation, l'autorité parentale, la cohabitation, l'existence d'un fait dommageable causé par l'enfant, et, dernière condition, la minorité de l'enfant. Or, en France, la majorité, c'est 18 ans. Donc à 19 ans, on n'est plus responsable, personnellement, du fait de son enfant.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce quiz de droit des obligations. Et puis, on se reverra bientôt, on va en refaire un. Et on va faire aussi d'autres petits quiz, préparation, aide au code civil, et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, je vous remercie, je vous quitte et je vous souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas de réviser avec votre code civil, c'est essentiel. Allez, au revoir, merci beaucoup.